Ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la journée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. L'Arganier mérite tous ses titres de noblesse. C'est demain que le Maroc et la communauté internationale célèbrent la première journée mondiale de l'Arganier. Un arbre endémique aux mille et une vertus qui fait pourtant face à des défis. Aïd al-Fitr, c'est dans quelques jours, une période d'effervescence marquée particulièrement par l'achat des tenues de l'Aïd. Seulement cette année, ce n'est pas vraiment le rush que l'on connaît en raison de la crise sanitaire. L'affluence n'est non plus pas au rendez-vous à la gare routière de Rabat, où le nombre des voyageurs est visiblement en baisse. La crise sanitaire y est encore une fois pour beaucoup. Regain des violences au Proche-Orient, au moins 180 blessés dans des heurts entre Palestiniens et forces de l'occupation israélienne. Des tensions qui ont suscité beaucoup de réactions. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger souligne que le Royaume du Maroc a suivi avec profonde inquiétude les violents incidents survenus à Al-Quds al-Sharif et dans la mosquée Al-Aqsa. Le Maroc, dont le souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, préside le comité Al-Quds, considère ces violations comme un acte inadmissible et susceptible d'attiser les tensions, précise le document, ajoutant que le Royaume considère que les mesures unilatérales sont sans guère la solution, de même qu'il appelle à favoriser le dialogue et le respect des droits. Le ministère a souligné que le Maroc affirme la nécessité de préserver le statut spécial de la ville d'Al-Quds et de protéger le cachet islamique de la vie sainte et la sacralité de la mosquée Al-Aqsa. L'accueil par l'Espagne du chef des séparatistes du Polisario, le dénommé Brahim Ghali, est un acte inacceptable et condamnable et s'inscrit en flagrante contradiction avec la qualité des relations entre le Maroc et l'Espagne. Les 8 partis politiques marocains représentés au Parlement montent au créneau pour dénoncer cet acte dans un communiqué conjoint publié hier à l'issue d'une réunion avec le chef du gouvernement en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Boukr Ben Ghabriz pour les développements. L'accueil par l'Espagne du chef des séparatistes du Polisario, le dénommé Brahim Ghali, est un acte inacceptable et condamnable et s'inscrit en flagrante contradiction avec la qualité des relations entre le Maroc et l'Espagne. Les partis politiques marocains représentés au Parlement montent au créneau pour dénoncer cet acte dans un communiqué conjoint publié à l'issue d'une réunion avec le chef du gouvernement, Saad El Othmani, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Les partis politiques signataires du communiqué appellent le gouvernement espagnol à préciser clairement sa position sur cette flagrante violation et à entreprendre immédiatement tout ce qui est de nature à corriger cette situation qui va à l'encontre des relations bilatérales entre les deux peuples, les deux pays et le bon voisinage. Les partis politiques déplorent l'attitude d'indulgence et de complaisance dont ont fait preuve les autorités espagnoles en accueillant un ennemi du royaume, en violation flagrante de la loi et en faisant fi des intérêts vitaux d'un pays voisin et partenaire. Ils ont appelé les différentes forces vives en Espagne à agir rapidement et à faire valoir la voix de la sagesse et de la logique des intérêts supérieurs communs entre les deux pays en vue de corriger immédiatement cette grave violation à l'encontre du Maroc et réparer les dégâts subis par les relations ancestrales entre les deux peuples et les deux pays. C'est demain, 10 mai, que le Maroc et le monde célèbrent en grande pompe la toute première journée mondiale de l'Arganier. Une commémoration historique proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies pour célébrer et mettre en valeur cet arbre endémique du Maroc, patrimoine culturel immatériel de l'humanité et source ancestrale de développement durable. Cet arbre, que l'on ne trouve nulle part ailleurs, a mille et une vertus. Ses chaînes de production et de valorisation sont multiples et ont un réel impact socio-économique sur les populations locales par la promotion de l'économie solidaire et l'autonomisation des femmes. Nous le verrons dans ce sujet de Abdelghani Tahraoui et Boukr Ben Ghabriz. Il symbolise toute la richesse forestière de la province. Un taux de couverture de 20% au niveau national. L'Arganier occupe près de 136 000 hectares dans la seule province d'Essaouira, avec une production de près de 7 000 tonnes par an.
L'arganiculture, une composante principale du plan Maroc vert. Dans le cadre du programme national de plantation de l'arganier, 100 hectares ont déjà été plantés au niveau de la province. À cela s'ajoutent 1000 autres hectares plantés par des particuliers. Les résultats sont très encourageants qu'accompagne la nouvelle stratégie Génération Green dans le cadre du plan Maroc vert. L'arganiculture, c'est près d'1,5 million de journées de travail pour la seule opération d'extraction d'huile d'argan. 120 coopératives sont actuellement dédiées à la production et à la commercialisation de cette huile et de ses dérivés. Notre coopérative ne comptait à ses débuts que 8 membres. Elle s'est étoffée. Nous sommes aujourd'hui 35 femmes. Nous avons pris part à plusieurs manifestations et remporté plusieurs prix. Avec la crise sanitaire, nous avons revu notre stratégie de commercialisation de nos produits en privilégiant la vente en ligne pour améliorer nos ventes. Premier chantier à grande échelle de la culture de l'arganier au niveau national, le projet d'ARED. Lancé il y a 3 ans, il prévoit la plantation de quelques 10 000 hectares d'arganier. 7 000 sont déjà plantés. L'arganier, un arbre mythique et atypique dont la valeur et l'impact sont mondialement connus et reconnus. La proclamation et la célébration de la Journée internationale de l'arganier est une reconnaissance à l'échelle internationale des efforts du Maroc sous le leadership royal dans la protection et la valorisation de l'arganier. Souvenez-vous, en février 2020, le souverain avait lancé la stratégie nationale de développement du secteur des eaux et forêts. Et parmi ses piliers, un projet phare de plantation de 10 000 hectares d'arganier sur une période de 6 ans. La contribution de l'arganier est aussi reconnue par l'ONU dans la mise en œuvre des 17 objectifs de l'Agenda 2030 et la réalisation du développement durable dans ses 3 dimensions, économique, sociale et environnementale. Et à la veille de cette célébration mondiale, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau professeur Zubaida Charrouf, enseignant-chercheur à l'Université Mohammed V de Rabat. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec plaisir, professeur. Alors, pendant de longues années, vous avez mené des recherches d'une grande qualité sur cet arbre endémique. Aujourd'hui, la communauté internationale le reconnaît comme patrimoine culturel de l'humanité. D'après vous, comment cette proclamation devra-t-elle contribuer à sa valorisation à une échelle internationale, justement ? D'abord, je voudrais dire que c'est une très belle consécration pour tous les Marocains. Ça vient couronner un peu toutes les réalisations qui ont été entreprises par le Maroc pour le développement durable de cette espèce. Et qu'est-ce qu'on s'attend de cette journée? D'abord, ça va promouvoir beaucoup les produits de l'argan. Et ensuite, ça va augmenter le partenariat entre aussi bien le secteur privé, les chercheurs et même des bailleurs de fonds. Et je pense aussi que ça va augmenter la résilience et augmenter un peu tout ce que le Maroc est en train de mettre en place, que ce soit la réhabilitation de l'arganerie ou sa domestication. Alors la filière de l'arganier est d'une importance capitale. Elle a un impact grandissant sur les différentes chaînes de production. Alors d'abord lesquelles et comment cela profite-t-il à la population locale, celle qui se trouve dans les zones productrices de l'argan, principalement dans la région Souss, Massa et Essaouira? Alors, donc en fait, il y a plusieurs acteurs économiques dans cette filière de l'huile d'argan. Il y a d'abord les coopératives qui profitent un petit peu de toute la chaîne, aussi bien de ramassage de fruits que du concassage, que la production de l'huile et sa commercialisation. En revanche, il y a d'autres institutions, d'autres PME, il y a des petites et moyennes entreprises, il y a même une multinationale. Et là, ils achètent à des intermédiaires les amendons qui sont déjà concassés par des femmes. Donc, ils achètent l'amendon qui va servir pour la production de l'huile d'argan. Alors, tout dépend un petit peu de la société, comment il est. Et il y en a qui sont plus vers le commerce équitable et donc qui font travailler des femmes. Mais il y a d'autres qui achètent à tout venant, y compris la qualité des amendons, y compris aussi est-ce que les populations locales vont bénéficier de cette valorisation.
Alors, pendant des siècles, l'arganier a résisté à beaucoup de défis, la sécheresse par exemple, où il a servi de rideau écologique contre la désertification notamment, mais il est aujourd'hui quand même menacé de disparition. C'est un défi majeur qui est en partie dû à la surexploitation des ressources, c'est bien ça, notamment par l'extraction de l'huile de l'argan. Moi, à mon avis, on n'est pas à la surexploitation de leurs ressources. Effectivement, au début des années 70, le Maroc perdait 600 hectares par an, mais ça, c'était dû au surpâturage, il était dû également à la substitution de l'arganier par d'autres cultures maraîchères. Mais actuellement, le programme du gouvernement est tout autre. On est en train de réhabiliter l'arganerie, et ça, c'est venu suite à la valorisation des produits de l'arganier. Ça veut dire que c'est le vecteur économique qui va tirer le vecteur écologique. Et donc, nous, au niveau de la Faculté des sciences de Rabat, on a vraiment axé nos recherches sur la valorisation des produits et faire bénéficier les communautés locales de cette valorisation. Donc, on a travaillé sur l'huile d'argan, qui était avant, se vendait au bord des routes, dans des bouteilles recyclées. On a changé l'itinéraire technique pour que ça réponde un petit peu aux exigences aussi bien nationales qu'internationales. Et ensuite, on est sorti sur le terrain, on a constitué les premières coopératives et on les a formées pour qu'elles puissent elles-mêmes s'occuper de cette valorisation. Moi, l'exemple dans la littérature, que ce soit par exemple pour l'huile de jojoba ou pour le ginkgo biloba, c'était pareil, et maintenant on assiste à la plantation de ces espèces-là. Donc c'est toujours l'économique qui tire l'écologique. Justement, on reste sur cette composante écologique. On sait que il y a une consommation au niveau du cosmétique, une consommation alimentaire de l'huile d'argan, etc. Mais qu'en est-il de la composante écologique? Comment justement l'arganier peut être un vecteur de développement durable, notamment dans les régions où il se trouve? Oui, alors vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce qu'effectivement, si on ne se prend pas tôt là, pour mettre cet objectif en premier, on risque de déraper, comme c'est le cas de quelques pays du Sahel. Alors moi, je pense que le Maroc doit faire il a déjà fait beaucoup d'efforts, notamment pour la labellisation de l'huile d'argan en tant qu'indication géographique protégée. Et donc, cet effort-là, c'est pour que les communautés locales puissent bénéficier au maximum de la valorisation de l'huile. Maintenant, il reste une étape supplémentaire, c'est enregistrer cette indication géographique protégée au niveau de l'Europe pour qu'on ne continue pas à exporter l'huile d'une façon vrac. Il faut absolument qu'elle soit conditionnée et arrêter de vendre des 200 litres, etc. Pareil pour l'huile cosmétique, il y a beaucoup de laboratoires cosmétiques qui utilisent l'huile d'argan, mais il n'y a aucun retour pour les populations locales. Et là encore, le Maroc peut revendiquer l'accès et le partage des avantages de la ressource génétique et qui s'inscrivent un petit peu dans le protocole de Nagoya. Et là, tout le monde peut en bénéficier. Dernière question, professeur. Vous prenez demain part à une rencontre organisée à l'occasion de la toute première journée mondiale de l'arganier. Quelles sont les questions à la une? Alors, demain, on va organiser à la Faculté des sciences de l'Université Mohammed V, on va célébrer la première journée internationale de l'huile d'argan. Donc, après l'ouverture par Monsieur le ministre et quelques mots des principales institutions qui vont être présentes. Et il va y avoir une présentation sur tout ce qu'a fait la Faculté des sciences de Rabat depuis 1985 jusqu'à nos jours. Donc on a quand même réalisé beaucoup d'activités de recherche scientifique et je peux dire qu'on est leader mondial parce qu'on est l'institution qui a le plus de production scientifique au niveau des publications indexées. Donc là, on a beaucoup contribué à la valorisation de l'huile d'argan et donc ce sont ces résultats qu'on va présenter, les résultats sociaux, économiques et environnementaux. Et on va finir par une table ronde pour réfléchir ensemble comment pérenniser un peu tous ces acquis. Merci professeur Zoubida Charouf, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences de l'Université Mohammed V de Rabat. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.
À quelques jours de Aïd al-Fitr, les souks et commerces sont en effervescence. L'achat des tenues de l'Aïd est l'une des traditions ancrées dans le comportement de consommation des ménages. Seulement, voilà, les effets de la pandémie ont lourdement impacté le pouvoir d'achat. Ce n'est pas vraiment l'affluence que l'on connaît. Nous le verrons dans ce sujet de Samira Asbal, Mohamed Touanila, avec un récit de Oumaima Rabbi. C'est en famille que les emplettes de l'Aïd s'effectuent. À quelques jours de la fête, parents et enfants font le tour des magasins de la ville à la quête de la bonne affaire, nécessaire en cette période de crise. Nos enfants sont habitués à porter de nouveaux habits le jour de l'Aïd. C'est une tradition que nous essayons de perpétuer malgré un pouvoir d'achat restreint en raison de la pandémie. Les prix sont inabordables. Les gens ont beaucoup souffert des retombées économiques de la crise. Du coup, nous devons nous serrer la ceinture pour faire plaisir aux enfants. À pareille époque, les magasins croulent sous les achats. Sauf que voilà, crise oblige, la demande se replie comme peau de chagrin. L'affluence est timide, les gens viennent prospecter, mais peu d'entre eux passent à l'acte et achètent. Nous avons adapté notre offre avec des promotions pour attirer la clientèle. Aïd al-Fitr, un jour festif où tradition et modernité se côtoient. Cette année aussi, les préparations de ce jour béni se dérouleront dans le strict respect des gestes barrières et des mesures de distanciation. On s'apprête aussi aux retrouvailles familiales. Seulement cette année, comme la précédente d'ailleurs, on est bien loin de l'affluence habituellement enregistrée durant cette période. Un constat encore une fois imputé aux effets de la pandémie. Reportage à la gare routière de Rabat avec Mehdi Mouhib, Yassil Mazi, Zakaria Mouqinbillah et Boukr Ben Rabrit. Peu de voyageurs hier à la gare routière Al-Qamra de Rabat. À quelques jours d'Eid al-Fitr, ce n'est pas le grand rush. Sur les différentes lignes, la plupart des autocars affichent un faible taux de remplissage. Je travaille à Rabat et je veux passer l'Aïd en famille. Les années précédentes, à l'occasion des fêtes, la gare est toujours complètement bondée. Ce n'est pas le cas cette année. Comme vous pouvez le constater, il y a peu d'affluence. Par souci de rentabilité, on doit attendre que l'autocar se remplisse pour prendre la route. L'activité a beaucoup diminué. Nous assurons des liaisons à perte avec ce que cela implique de charge en carburant. Des fois, nous transportons 4 à 5 personnes. D'autres fois, le bus reste à la gare. Les tarifs pratiqués en cette période sont les mêmes qu'en temps normal, assurent les professionnels. Mais en raison des restrictions de déplacement imposées par la pandémie, le nombre de voyageurs a diminué de près de 50%. Pour la journée d'hier, nous avons dénombré 4000 voyageurs à la gare routière de Rabat. Cela est très en deçà du taux enregistré les années précédentes à l'occasion des fêtes, qui était de 8000 voyageurs par jour. Malgré cette baisse, les opérations de contrôle sont renforcées à l'approche de l'Aïd. État du véhicule, respect des mesures barrières, des freins essentiels à la propagation du virus. Covid-19, les chiffres des dernières 24 heures. Pour ce qui est de la campagne de vaccination, d'abord, un total de 4 390 752 personnes ont été complètement vaccinées, première et deuxième dose. Le nombre des personnes ayant reçu la première dose du vaccin a atteint, lui, plus de 5,47 millions. Sur les dernières 24 heures également, 314 nouveaux cas d'infection ont été recensés, 348 guérisons et 7 décès. Le nombre des cas actifs s'élève à 4024. Les cas sévères ou critiques sont au nombre de 255, dont 16 sont sous intubation. L'Inde dans l'enfer du Covid, un système sanitaire effondré, des malades laissés sans soins, des milliers de patients morts asphyxiés par manque d'oxygène. Le gouvernement local de New Delhi a prolongé d'une semaine supplémentaire jusqu'au 17 mai le confinement imposé à la capitale indienne afin de juguler la flambée des cas. Au cours des dernières 24 heures, New Delhi a signalé 17 364 nouveaux cas et 332 décès, ce qui représente quand même une baisse par rapport aux chiffres annoncés la semaine dernière.
Happy end pour la fusée chinoise partie à la conquête de l'espace. Une semaine après que la Chine ait lancé le premier module de sa station spatiale, un important segment de la fusée qui a fait son retour ce dimanche dans l'atmosphère s'est désintégré enfin au-dessus de l'océan Indien, près des Maldives. C'est l'agence spatiale chinoise qui l'annonce, après de vives spéculations sur l'endroit où cet objet de 18 tonnes pourrait tomber. La majeure partie de ce segment s'est désintégrée et a été détruite en entrant dans l'atmosphère. Mais à ce stade, on ignore si les débris ont touché la Terre ou l'eau. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que demain, 10 mai, le Maroc et le monde célèbrent une grande première, la toute première journée mondiale de l'art gagné, à l'initiative du Royaume. L'Assemblée générale de l'ONU avait décidé de proclamer le 10 mai journée internationale dédiée à cet arbre endémique reconnu en tant que système du patrimoine agricole mondial. Cette espèce joue un rôle majeur dans la préservation de la biodiversité, la conservation de l'équilibre de la nature et dans la lutte contre les changements climatiques. L'art gagné a ainsi amplement mérité ses titres de noblesse. Voilà, c'était le clap de fin de cette édition. Tout de suite, l'info se poursuit en espagnol avec Nisrine Benranem. Bonne fin de week-end, à bientôt.